poser des questions pendant l'intervention, comme ça sera plus vivant. On est ensemble pour 1 heure à peu près pour parler propriété intellectuelle. On va essayer de balayer un petit peu les différentes protections, les différents droits qui existent. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter quand même. Je travaille à l'INPI. L'INPI, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent au moins de nom cet organisme. C'est l'Institut national de la propriété industrielle. Donc, l'activité historique de l'INPI, c'est d'examiner et de délivrer les titres de propriété industrielle pour la France, donc les brevets, les marques, les dessins et modèles. Et on a d'autres activités qui sont un petit peu moins connues, et notamment celle d'accompagner les entreprises innovantes sur tous les sujets qui concernent la protection de leur propriété intellectuelle. Donc c'est un petit peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc mon rôle, moi je suis chargée d'affaires, c'est d'informer les entreprises sur ce qu'est la propriété intellectuelle, à quoi ça sert, comment on l'utilise, comment fonctionnent les différents titres, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour se protéger, vous faire des recommandations, etc. Donc ça, c'est mon rôle. Et on va parler juste après des accompagnements de l'INPI un petit peu plus précisément. On est une centaine de chargés d'affaires répartis sur tout le territoire français, et on a également des conseillers à l'international, comme vous voyez sur la slide, qui sont répartis dans le monde entier. Donc si vous avez des sujets à l'international parce que vous souhaitez vous développer sur ces territoires et que vous voulez connaître les spécificités propriété intellectuelle de ces zones, vous pouvez contacter aussi nos correspondants qui sont situés dans ces pays-là. Donc, n'hésitez pas à me demander leurs coordonnées si vous le souhaitez. Alors, un petit focus sur les aides et les accompagnements que propose l'INPI avant de parler spécifiquement de propriété intellectuelle. Donc, notre rôle à nous charger d'affaires, comme je vous le disais juste avant, c'est vraiment de rencontrer les entreprises, de faire un point avec elles sur leur propriété intellectuelle, sur les démarches de protection qu'elles ont réalisées, leur faire des recommandations pour la suite. Donc, si vous voulez qu'on fasse un point en tête-à-tête après dans les jours qui viennent, vous aurez mes coordonnées à la fin du support, et n'hésitez pas à me contacter pour qu'on fasse ce petit entretien. Et on propose également des accompagnements que vous voyez à l'écran. Donc, je vais les passer rapidement en revue pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut proposer. Le premier programme qu'on propose aux startups, comme son nom l'indique, c'est le programme Startup. C'est un accompagnement qui dure 2 ans en moyenne et qui consiste à suivre une startup du début de son projet jusqu'à son lancement le lancement du produit sur le marché, en passant par les différentes phases de prototype, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir un interlocuteur à l'INPI aux différents stades de ce développement. Ça, c'est le programme Startup. Pardon. La majorité des programmes que je vous propose, que je vous présente, sont gratuits, à l'exception des 2 derniers, Masterclass Pays et Cartographie des brevets, que vous voyez sur la droite de l'écran. Eux sont des programmes payants qui s'adressent à des entreprises déjà matures sur les sujets propriété intellectuelle, mais tout le reste est gratuit. Donc le programme Startup est gratuit. On a ensuite le programme Alliance Pays qui va s'adresser plus spécifiquement à des entreprises qui ont des sujets publics-privés. Donc, si vous travaillez avec des laboratoires de recherche, avec des universités, et que vous avez des sujets notamment qui concernent les contrats que vous pouvez conclure avec ces acteurs-là, on peut vous aider justement à y voir plus clair, à être plus au point sur les précautions à prendre au début de ce type de projet, au partage des résultats une fois le projet terminé, etc. Donc là aussi, on a des chargés d'affaires spécialisés dans ces sujets-là que vous pouvez contacter. Je continue avec le pré-diagnostic pays, qui est cette fois un état des lieux qu'on propose aux entreprises qui ont besoin d'avoir une feuille de route en matière de propriété intellectuelle. Et l'idée, c'est donc de faire un entretien assez poussé avec l'entreprise et de rédiger ensuite un livrable, qui fait généralement une 20aine de pages, et qui va lister à la fois tout ce que l'entreprise a déjà fait en propriété intellectuelle et lui faire des recommandations pour la suite. Donc, c'est un outil qui peut servir donc de feuille de route aux dirigeants, mais c'est aussi un outil qui synthétise la propriété intellectuelle à un instant T et qui peut être utilisé, par exemple, dans le cadre d'une levée de fonds
C'est un document que vous pouvez remettre aux investisseurs pour leur donner une vision de ce qui a été fait par l'entreprise en matière de protection des actifs immatériels. Ensuite, on a le Pass Pays, qui cette fois est un soutien financier que propose l'INPI. Donc nous, comme je vous l'ai expliqué, on donne de l'information, on vous fait des recommandations, mais on ne fait pas de conseil juridique, tout simplement parce que le conseil juridique est réservé aux professions réglementées, donc les avocats et les conseils en propriété industrielle. Donc quand nous sommes tenus de passer la main à l'un de ces professionnels, par exemple pour rédiger un contrat ou pour rédiger une demande de brevet, on peut vous aider financièrement via ce Pass Pays en prenant en charge la moitié des honoraires du conseil qui va intervenir et qui va réaliser cette prestation. Donc, on va en reparler juste après parce que j'ai une slide sur le Pass Pays, donc comme ça, je vous montrerai les prestations qui sont éligibles. Et enfin, on termine avec les 2 prestations qui sont payantes et qui s'adressent, comme je disais tout à l'heure, à des entreprises un petit peu plus matures. La Masterclass Pays, c'est une formation destinée aux chefs d'entreprise qui veulent vraiment adapter leur stratégie de propriété intellectuelle à la stratégie globale de l'entreprise. C'est une formation qui dure 6 jours, étalée dans le temps. Et dans le cadre de cette formation, on met à votre disposition des coachs, c'est-à-dire des experts dans certaines matières qui vont venir vraiment former vos équipes à des sujets pointus en matière de propriété intellectuelle afin de vous rendre autonome sur ces sujets-là. Et enfin, la cartographie des brevets, ça c'est un outil que propose l'INPI qui consiste à cartographier à l'aide d'une carte, une carte physique, et qui permet de visualiser les brevets qui ont pu être déposés par vos concurrents et d'avoir ainsi une meilleure idée de votre environnement concurrentiel et de voir ainsi quelles sont les zones de votre domaine d'activité dans lesquelles beaucoup de brevets ont été déposés et pour lesquels il n'est pas forcément nécessaire de poursuivre de la R&D. Ça peut vous permettre d'identifier des partenaires potentiels également. Donc c'est un outil d'intelligence économique qui peut être utile quand on veut vraiment avoir une vision globale de son environnement technologique. Et comme vous le voyez aussi en bas de l'écran, on propose des permanences gratuites avec des avocats, des conseils en propriété industrielle qui durent 30 minutes. Donc si vous souhaitez avoir un conseil ponctuel sur un sujet propriété intellectuelle, vous pouvez vous inscrire à ces permanences en écrivant à l'adresse que vous voyez en bas de l'écran. Alors, je voulais faire un petit focus sur le programme Startup et sur le Pass Pays, qui sont nos 2 accompagnements vraiment les plus sollicités. Donc, le programme Startup, j'en ai déjà parlé, c'est cet accompagnement qui dure 2 ans. À chaque rendez-vous, on vous remet un plan d'action avec des recommandations concrètes. Et à la fin de l'accompagnement, si l'entreprise a bien suivi les recommandations de l'INPI, une lettre de soutien à l'innovation vous est remise par l'INPI, qui peut être utile aussi dans le cadre d'une levée de fonds, par exemple, que ça montre que vous avez bien suivi nos recommandations en matière de propriété intellectuelle. Donc ça, c'est un accompagnement qui est gratuit, bien entendu. Et le Pass Pays, c'est l'aide financière aussi dont j'ai dit un mot tout à l'heure. Là, vous avez à l'écran les différentes prestations qui sont éligibles à cette aide financière. Donc, vous voyez qu'il y a des choses en matière de brevet, notamment tout ce qui va être les études préalables au dépôt d'un brevet, par exemple les études de liberté d'exploitation ou les études de brevetabilité sont éligibles à cette aide. Le dépôt d'un brevet français également, si vous souhaitez déposer un brevet en France, vous pouvez avoir une réduction de 50% sur les honoraires du conseil qui rédige la demande grâce à ce dispositif. En matière d'accompagnement contractuel également, ça peut être très utile pour l'entreprise si vous avez besoin de mettre en place des contrats qui contiennent des clauses de pays. Cette aide peut fonctionner et aussi pour ce qui concerne par exemple la protection de votre marque ou de votre brevet à l'international. Enfin, voilà, je ne vais pas tous les passer en revue, mais vous avez là l'éventail des prestations éligibles. Et si vous voulez en bénéficier, là aussi, n'hésitez pas à me contacter. On fera un point sur votre éligibilité. Je vous expliquerai très concrètement comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est un dossier qui n'est pas très complexe à monter et qui vous permet d'avoir une remise quand même importante sur des prestations qui coûtent un certain prix. Alors maintenant, on va parler de propriété intellectuelle. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu qui on est et ce qu'on propose, on va parler plus spécifiquement
spécifiquement pays. Alors, déjà, quand on parle de protection, de quoi est-ce qu'on parle? Vous avez sur cette slide les éléments qui sont appropriables, c'est ceux qu'on voit dans la partie bleue, et ceux qui ne sont pas appropriables. Donc, évidemment, on va y revenir un petit peu plus en détail au cours de la présentation. Mais les éléments appropriables, ce sont bien entendu les inventions, les marques, donc c'est ce qu'on appelle les signes distinctifs, les dessins et modèles qui protègent l'apparence d'un produit, les logiciels, les bases de données, donc on va revenir sur chacun de ces droits juste après. Et on a aussi des éléments qui ne sont pas appropriables, qu'on ne peut pas protéger, pour lesquels on ne peut pas avoir de droits privatifs. Et ça va concerner notamment les idées, ça aussi on va y revenir. On ne peut pas s'approprier une idée. On ne peut pas s'approprier non plus une méthode mathématique, une création qui ne serait pas originale, des découvertes, des théories scientifiques. Tous ces éléments doivent rester à la libre disposition de tout un chacun et ne peuvent pas faire l'objet d'une appropriation par une seule personne. Alors, plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on entend par propriété intellectuelle? Déjà, plus largement, on parle d'actifs immatériels de l'entreprise. Et ces actifs immatériels, on peut les diviser en deux grandes parties. La propriété intellectuelle, que vous voyez sur la gauche de l'écran, et ce qu'on appelle aussi le savoir-faire ou le secret. Alors, le savoir-faire, le secret, on va très peu en parler ce matin parce qu'on a un laps de temps assez limité, mais sachez que le secret se protège en France. Depuis 2018, il existe une loi qui protège spécifiquement les secrets d'entreprise. Donc, il ne faut pas négliger cet outil de protection qui est le secret. On cite souvent l'exemple de la recette du Coca-Cola. Bon, c'est un exemple assez bateau, mais c'est une recette qui est protégée par le secret depuis plus d'une centaine d'années et c'est ce qui fait encore aujourd'hui la valeur de l'entreprise. Si un brevet avait été déposé à l'époque sur cette recette, il serait tombé dans le domaine public au bout de 20 ans et tout le monde pourrait reproduire la recette du Coca et l'entreprise n'existerait probablement plus. Donc le secret, c'est un outil qui n'est pas à négliger et qui peut vous servir à protéger des éléments que vous ne souhaitez pas divulguer, des éléments qui vous procurent un avantage sur la concurrence et donc une valeur particulière et qui ne sont pas protégeables par la propriété intellectuelle ou que vous ne souhaitez pas protéger par la propriété intellectuelle. Alors la propriété intellectuelle, elle concerne deux grands pans. Ce qu'on appelle la propriété littéraire et artistique, on dit aussi le droit d'auteur. Ça va recouvrir les œuvres de l'esprit classiques, les tableaux, les musiques, etc. Mais aussi les codes sources de logiciels qui sont dans cette catégorie-là et les bases de données. On en reparlera, mais bases de données et codes sources font partie de ce qu'on appelle la propriété littéraire et artistique. Et la particularité de cette branche de l'API, c'est que vous n'avez pas de dépôt obligatoire à effectuer pour avoir une protection. Donc pas de dépôt obligatoire, la protection naît dès la création de l'œuvre. À la différence de la propriété industrielle, qui recouvre les brevets, les marques, les dessins et modèles, où là vous êtes obligé de faire une démarche de dépôt auprès d'un organisme comme l'INPI pour la France, il y a l'équivalent dans chaque pays. Donc un dépôt obligatoire, un examen de ce titre, le titre est délivré, il est publié également, c'est-à-dire que votre brevet, votre marque, votre dessin et modèle est porté à la connaissance du public et en contrepartie, vous avez un monopole pendant une certaine durée. Donc voilà, ce sont deux différences majeures entre ces deux branches de la propriété intellectuelle. Pas de dépôt obligatoire d'un côté, un dépôt obligatoire de l'autre. On va rentrer un petit peu plus dans le détail juste après. Quand est-ce qu'il faut s'intéresser à la propriété intellectuelle? Alors on nous dit souvent, la propriété intellectuelle c'est compliqué, ça coûte cher, moi mon projet n'est pas protégeable, voilà, je vais pas m'en soucier, ou alors on verra plus tard. Alors c'est une erreur à notre sens parce que la propriété intellectuelle, elle est présente à chaque étape du développement de votre projet et il faut s'en soucier dès le début. Dès le début, c'est-à-dire dès le stade de la R&D, où vous pouvez déjà commencer à faire de la veille dans les bases de données brevets, par exemple, qui sont gratuites et qui sont en accès libre et qui vous permettent déjà d'avoir une connaissance importante de l'information technologique qui existe. Au moment de la R&D, vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle les études de liberté d'exploitation, qu'on appelle aussi Freedom to Operate en anglais, et qui permettent de s'assurer que vous allez avoir la possibilité d'exploiter votre innovation sur les territoires qui vous intéressent.
Sur la PLA, Oui. c'est automatique, mais c'est clair qu'on retrouve du code privé dans une gestion similaire. Alors, je vais revenir juste après sur un petit peu plus en détail sur chacun de ces droits. Là, je les ai présentés très rapidement pour vous les situer. Juste après, on reparle du droit d'auteur. Donc, j'essaierai de répondre à cette question à ce moment-là. Je reviens juste sur ma petite frise. Voilà, dès le début du projet, il y a des choses à faire pour dater les éléments sur lesquels on travaille, pour assurer la confidentialité aussi des informations qu'on va échanger. Ensuite, au moment du lancement d'un produit, c'est là que généralement on va déposer des titres, en tout cas en France, dans un premier temps, pour le marché national. Et assez vite vient l'extension de ces titres à l'international pour se protéger sur d'autres territoires. Les contrats également qui viennent encadrer peut-être des licences, des cessions sur les éléments qu'on exploite. Et enfin, au moment de l'exploitation commerciale, bien sûr, il faut maintenir les titres en vigueur, il faut surveiller ces marchés pour s'assurer que des concurrents n'empiètent pas sur vos plates-bandes et réagir si c'est le cas. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que la propriété intellectuelle, c'est pas au moment où on est copié qu'il faut s'en soucier, c'est dès le départ. Sinon, il est un petit peu tard pour agir. Et donc, il faut se poser les bonnes questions au bon moment. On l'a un petit peu dit juste avant. Est-ce que mon idée répond à un besoin client? Bon, ça, voilà. Est-ce qu'il y a l'existence d'un marché? Ça, c'est pas forcément de la propriété intellectuelle en tant que telle. Mais assez vite, on va devoir se poser la question, est-ce que mon idée, est-ce que mon projet est nouveau? Est-ce que je suis libre de l'exploiter? Est-ce que quelqu'un n'aurait pas déjà déposé un brevet sur la même chose? Auquel cas, il faut que je me rapproche de cette personne. Et à l'inverse, si c'est pas le cas, peut-être que moi, je peux envisager un dépôt de brevet. Je suis encore au stade de la R&D, je vais faire des dépôts probatoires. Je vais vous expliquer juste après ce que c'est qu'un dépôt probatoire. Ça va permettre de dater les éléments, de créer une antériorité et de commencer à me protéger. Ensuite, je vais mettre au point un prototype. Si c'est le cas, je vais devoir envisager un dépôt de brevet, etc. Donc, vous voyez qu'il y a différentes questions à se poser. Il faut se les poser au bon moment. Il ne faut pas déposer... le critère de protection du brevet, on va y revenir, c'est la nouveauté. Donc, une fois que l'innovation est divulguée, on ne peut plus la protéger, on ne peut plus déposer un brevet. Donc, c'est pour ça que c'est important de se poser cette question de la possibilité de déposer un brevet assez tôt, et en tout cas avant le lancement commercial du produit. Voilà, donc il faut avoir ces différentes échéances en tête. Et un petit point aussi sur ce qu'il faut faire au départ d'un projet. Donc, je vais assez vite parce qu'on n'a pas énormément de temps ce matin, mais si vous voulez qu'on revienne plus en détail sur ces différents points, on pourra le faire soit via vos questions, soit dans des rendez-vous individuels par la suite. Mais en tout cas, au départ, quand on débute un projet, qu'on a une idée, qu'on commence un petit peu à la faire vivre, à l'élaborer, à la tester, deux points sont vraiment importants. Déjà, préserver le secret en sensibilisant bien sûr vos équipes, en signant des contrats de confidentialité avec les partenaires ou les personnes avec lesquelles vous êtes amenés à parler du projet. Faites très attention à tous ces éléments parce que si vous divulguez des choses, vous ne pourrez plus déposer un brevet par la suite. Ça sera impossible. Et pour accompagner ce secret, il faut formaliser et dater ces éléments. Donc, c'est important de décrire en détail les éléments qui composent votre projet, de faire ce qu'on appelle un dépôt probatoire. On y revient juste après. Mais l'idée, c'est de dater les éléments et là encore, de créer une antériorité par rapport à des tiers et à la concurrence et d'avoir ainsi des preuves de votre création. Donc, tous ces éléments sont des bonnes pratiques à mettre en place au début d'un projet, même si vous ne savez pas encore si ça amènera au dépôt d'un brevet ou pas, ou peut-être que le projet tombera à l'eau, mais en tout cas, ce sont des choses à mettre en place au départ. On va s'intéresser plus spécifiquement à la protection d'un projet numérique, que c'est ce qui vous concerne plus spécifiquement aujourd'hui. Alors, là, je parle des composantes d'un logiciel sur cette slide. Alors, le logiciel est pris au sens large, bien sûr, mais c'était pour vous montrer qu'un logiciel est composé de différents sujets. Le code source, le code objet, les interfaces graphiques, donc les interfaces homme-machine, des algorithmes, des fonctionnalités, des bases de données, un titre la plupart du temps. Et on entend souvent dire que le logiciel ne se protège pas.
qu'il n'y a pas de démarche à faire pour protéger un logiciel ou qu'en tout cas c'est très compliqué, alors que ces différents éléments peuvent tous faire l'objet d'une protection. Le code source, le code objet, les interfaces graphiques, c'est le droit d'auteur qui les protège. Les algorithmes, les fonctionnalités, on va voir qu'elles peuvent être protégées par un brevet sous certaines conditions. Les bases de données aussi bénéficient d'une protection spécifique. Et le titre d'un logiciel peut être protégé par un droit de marque. Donc on va passer un petit peu en revue ces différents droits, ces différents titres, pour vous aider à savoir comment construire une protection complète sur un outil tel qu'un logiciel. Alors, on commence par le droit d'auteur. Le droit d'auteur, on l'a dit, c'est ce qui va protéger le code source, le code objet. Donc, le code source, je pense que je ne reviens pas sur les définitions de ce que sont code source, code objet. Ça, vous connaissez déjà. Les interfaces graphiques, donc ce sont les interfaces machine, ce qu'on appelle le look and feel, la présentation visuelle et la cinématique d'un logiciel. Donc, ce sont des éléments qui sont importants dans l'expérience utilisateur et qui se protègent. Alors, le droit d'auteur, il a plusieurs caractéristiques. On ne peut pas protéger l'idée ni le concept. On l'a dit au début de la présentation, mais sans rentrer dans le détail. Les idées, on dit qu'elles sont de libre parcours, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'approprier l'idée. J'ai l'idée de créer un réseau social, je ne peux pas m'approprier cette idée. Et d'ailleurs, plusieurs entreprises ont mis au point des réseaux sociaux, mais ne se sont pas appropriées l'idée. Pour pouvoir être protégée, mon idée, elle doit être matérialisée, c'est-à-dire qu'elle doit exister, elle doit être formalisée, elle doit avoir pris forme de façon concrète. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une œuvre matérialisée? Ça veut dire une œuvre qui n'est plus au simple stade de l'idée, mais qui a commencé à exister. Alors, ça peut être tout simplement par la rédaction d'un cahier des charges qui va décrire avec précision en quoi consiste cette idée que vous avez eue, avec les différents éléments que vous allez intégrer dans le projet que vous avez en tête pour le faire vivre. Donc, à partir du moment où vous matérialisez, où vous formalisez, où vous faites vivre, où vous faites prendre forme à cette idée, vous pouvez bénéficier d'une protection par le droit d'auteur. Alors, il faut aussi que votre œuvre, elle soit originale. C'est également le critère qui est posé par la loi, c'est l'originalité de l'œuvre. Alors, en matière d'œuvres artistiques telles que des tableaux ou des musiques, on peut comprendre ce qu'est l'originalité d'une œuvre. C'est l'empreinte de la personnalité de son auteur. En matière d'œuvres plus techniques, comme un code source de logiciel, ça peut être un petit peu plus compliqué de comprendre ce qu'on entend par originalité. Alors, pour faire simple, l'œuvre, elle va être originale lorsqu'il y a eu des choix qui vont avoir été faits par l'auteur. À partir du moment où vous avez codé votre logiciel d'une façon qui vous est propre, en faisant des choix techniques et en ne suivant pas une logique automatique qui vous est imposée par l'environnement, à partir de ce moment-là, on va généralement considérer qu'il y a originalité de votre code source et donc il y a protection par le droit d'auteur de ce code source. La protection, elle est automatique. Ça veut dire que vous n'avez pas de dépôt obligatoire à effectuer pour bénéficier de cette protection par le droit d'auteur. Il n'y a pas d'organisme type INPI qui recueille de façon obligatoire les éléments qui relèvent du droit d'auteur. Donc, vous n'avez pas l'obligation de faire cette démarche de dépôt pour bénéficier d'un titre à partir du moment où l'œuvre est créée, où l'œuvre est matérialisée et qu'elle est originale, vous bénéficiez de la protection du droit d'auteur. En tout cas, l'auteur bénéficie de cette protection. Alors, il y a quand même un petit bémol, c'est qu'il peut être parfois difficile d'apporter la preuve de vos droits, de prouver que vous aviez l'antériorité, de prouver que vous aviez créé à une date donnée. Et c'est pour ça qu'on recommande, ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation, de faire ce qu'on appelle un dépôt probatoire quand on veut protéger du droit d'auteur et donc notamment quand on veut protéger son code source. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus précisément ce qu'on entend par dépôt probatoire. Un dépôt probatoire,
ce n'est pas un dépôt qui va créer des droits et qui va créer un titre, hein, ça vous l'avez compris. C'est un dépôt qui est uniquement là pour prouver des droits, pour apporter la preuve de vos droits. Donc ça sert à matérialiser votre création numérique et ses évolutions, puisque comme vous allez faire ce dépôt, vous allez avoir l'obligation de faire ce travail de formalisation, que vous allez mettre votre code sur un support numérique pour faire le dépôt. Donc ça peut aussi rassurer des investisseurs dans le cadre de levée de fonds. Quand il y a eu un dépôt de code source auprès d'un organisme, ça les rassure et ça montre que vous avez fait des démarches aussi pour vous protéger, que vous avez bien matérialisé la création dans un corpus unique. Vous pouvez déposer aussi ces évolutions, les évolutions de votre logiciel, et ça vous permet de vous constituer une sorte de portefeuille de création numérique avec les différentes évolutions de votre logiciel. Ça vous permet de donner une date certaine à votre création numérique et de bénéficier ainsi d'une antériorité en cas de litige avec un tiers. Et ça vous permet aussi de bénéficier d'une présomption de titularité. Ça veut dire que vous allez être présumé titulaire, donc propriétaire des droits d'auteur, grâce à ce dépôt. Ça va vous aider à apporter cette preuve. Ce dépôt probatoire, vous pouvez le réaliser via différents outils. Vous avez peut-être entendu parler de l'enveloppe solo. Ça, c'est un outil de dépôt probatoire qui est proposé par l'INPI, mais il y en a d'autres. Il y a l'Agence pour la protection des programmes aussi, qui est un organisme privé qui propose des outils de dépôt probatoire pour les créations numériques. Il y en a plein d'autres, hein, je peux en citer quelques-uns, Fidealis, Hippocamp, mapreuve.com, Blockchain EuroIP. Ça, ce sont des prestataires qui proposent des services de dépôt probatoire. L'idée étant toujours de donner une date certaine à des éléments pour créer une antériorité, pour bénéficier d'une présomption de titularité et donc pour avoir une preuve de vos droits à opposer à un tiers en cas de litige. C'est une preuve qui est valable à l'international. Alors, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire autant de dépôts probatoires que de pays dans lesquels vous souhaitez avoir une protection. Comme c'est une preuve, cette preuve, vous pouvez l'utiliser devant tous les tribunaux du monde entier. Vous pouvez utiliser un dépôt probatoire réalisé en France auprès d'un juge américain, chinois ou japonais. C'est une preuve, donc après le juge appréciera la valeur de cette preuve, mais votre dépôt probatoire effectué en France peut être utilisé à l'international. Donc c'est du coup un outil facile à utiliser qui coûte peu cher, c'est généralement quelques dizaines d'euros pour faire un dépôt probatoire, et ça vous permet d'avoir une protection sur la partie code, en tout cas, d'un projet logiciel. Alors, je voulais vous parler très rapidement des licences libres, très rapidement parce que c'est vraiment un sujet qui pourrait nous occuper pendant la journée entière et c'est pas le sujet principal aujourd'hui. Je voulais juste vous rappeler quelques petites règles en matière de licences libres, simplement parce qu'aujourd'hui on les trouve partout et dans tout projet logiciel il y a forcément des licences libres et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées un petit peu fausses qui circulent. Les licences libres, voilà, sont des licences que tout le monde peut utiliser sans problème, c'est gratuit, il n'y a pas de droit d'auteur qui s'applique dessus, etc. Donc ça, ce sont des idées fausses et des idées à combattre. Un petit rappel, donc une licence libre, c'est deux aspects. C'est un aspect légal, c'est-à-dire qu'il y a toujours une licence qui accompagne un logiciel dit libre, et cette licence, elle va fixer les règles qui encadrent l'utilisation du logiciel. C'est important de lire ce que dit cette licence et de respecter aussi les termes de cette licence. Et cette licence, elle s'accompagne de la remise du code source. Dans le cadre des logiciels sous licence libre, on a accès au code, bien sûr, pour pouvoir faire évoluer le logiciel. Donc l'objectif est toujours le même, c'est permettre au logiciel d'évoluer. Mais voilà, en fait, ce que je voulais vous rappeler, c'est que un logiciel libre n'est pas forcément un logiciel gratuit. Un logiciel libre n'est pas un logiciel tombé dans le domaine public. Et au contraire, c'est un logiciel, comme je viens de le dire, qui fonctionne avec une licence et sur lequel existent des droits d'auteur. Et l'utilisateur n'est pas libre de faire ce qu'il souhaite avec ce logiciel libre puisqu'il est justement lié par les termes de la licence. Et si on ne respecte pas les termes de la licence libre, ça peut constituer une contrefaçon.
Donc attention quand vous utilisez ce type d'outil à vérifier quand même ce que permet la licence. Là, bon, ce sont les 4 libertés fondamentales que je ne vais pas forcément rappeler parce que c'est pas l'objet aujourd'hui. Mais voilà, le dernier point que je voulais aborder sur la partie licence libre, c'est ce qu'on appelle la compatibilité. Vous savez que certaines licences ont des copyleft plus ou moins forts et qui peut entraîner des situations de blocage. Et si vous combinez des licences qui ne fonctionnent pas ensemble et qui sont incompatibles, donc faites toujours attention, idéalement au début du projet, lorsque vous réfléchissez aux briques logicielles à utiliser, aux bibliothèques à utiliser, regardez quelles sont les licences qui sont attachées à ces outils-là, regardez si elles sont compatibles entre elles, parce que si ce n'est pas le cas, ça peut vous entraîner dans une situation de blocage à l'issue du projet, et il est toujours beaucoup plus compliqué de recoder une fois qu'on a terminé son logiciel, plutôt que de se poser la question au départ. Donc vous aurez de toute façon le support, on vous le fera suivre pour que vous puissiez regarder ces slides tranquillement et à tête reposée. Mais je voulais juste vous rappeler ces petits points-là. Alors, on va assez vite. Est-ce que tu peux me rappeler la question qui a été posée tout à l'heure sur la contrefaçon? Parce que j'y ai pas répondu du coup. Eh ben, la réponse à la question, c'est justement d'utiliser votre dépôt probatoire que vous aurez pris soin de faire. Ça permettra de montrer que vous étiez le propriétaire de ce morceau de code, de cette partie de code, et éventuellement voilà, d'agir en justice, enfin en tout cas d'envoyer une lettre de mise en demeure pour faire cesser l'utilisation de ce code qui vous appartient. Et voilà, donc toute la difficulté, c'est souvent de prouver les droits qu'on détient sur un élément de code, et d'où l'intérêt de ce dépôt probatoire dont on a parlé. Alors, on va parler un petit peu brevet. Le droit d'auteur qu'on vient d'aborder, il concerne la protection du code source. Donc, c'est-à-dire la façon dont le code est rédigé, les lignes de code. C'est-à-dire que c'est une protection qui est relativement limitée, comme vous l'avez compris, puisqu'il suffit de coder différemment en utilisant un autre langage ou voilà, en codant différemment pour qu'on ne soit pas contrefacteur du code source, pour avoir un code source différent. Donc, la protection du droit d'auteur, elle est relativement limitée et elle va concerner la forme du logiciel, sa forme d'expression. Le brevet, lui, va permettre de protéger les fonctionnalités et les algorithmes qui sont dans votre projet numérique. Et en ce sens, c'est un outil qui peut être intéressant puisqu'il a une portée plus large. Quand bien même quelqu'un coderait différemment la même chose que vous, s'il utilise les mêmes fonctionnalités, vous pourrez agir sur le fondement du brevet pour le bloquer. Alors, c'est vrai qu'en matière de brevet, on entend là aussi beaucoup de choses, que ça coûte cher, que c'est compliqué à mettre en place, qu'il est difficile d'agir ensuite sur la base d'un brevet parce que les procédures sont complexes et coûtent cher, que le secret peut être un outil plus fort pour protéger des éléments techniques. Donc, on va essayer de peut-être tordre le cou à ces idées préconçues, enfin à ces idées. Alors, d'abord, quelle protection? C'est vrai que quand on est en présence d'un logiciel qui a des fonctionnalités particulières, on peut se poser la question de protéger par un brevet ou de protéger par le secret. On protège rarement tout par le brevet ou rarement tout par le secret. Souvent, on panache les deux protections, les deux possibilités, et on va souvent protéger par le brevet les éléments qui ne peuvent pas être, qui peuvent être découverts par du reverse engineering, par exemple. S'il est facile de comprendre le fonctionnement d'un outil, d'un dispositif, il vaut mieux avoir un brevet pour le protéger. De toute façon, le brevet est publié, donc le contenu est porté à la connaissance du public. Mais en contrepartie, vous avez une protection pendant 20 ans et un monopole pendant 20 ans. Au contraire,
ce qui est difficile d'accès, ce que les concurrents peuvent difficilement percevoir dans un produit ou dans un dispositif numérique, peut-être vaut mieux-il le protéger par le secret. Et vous avez la possibilité donc de panacher les deux protections, de mettre certains éléments dans un brevet, d'en conserver d'autres au secret et d'avoir ainsi une protection complète de ce que vous proposez, sans avoir à tout divulguer dans votre demande de brevet. Alors, juste un petit point sur le secret, et on n'en parlera pas beaucoup plus aujourd'hui. Le secret, il est intéressant parce que donc il est difficile d'accès. Il y a une loi, comme je le disais, depuis 2018 qui protège spécifiquement les secrets d'affaires, et il peut être intéressant pour protéger des résultats de R&D, par exemple, des listes de composants, de matériaux, des banques de connaissances, des formulations, des méthodes d'analyse, des informations, des logiciels, pourquoi pas aussi, enfin, la partie code source, de toute façon, sera protégée par le secret, puisque les dépôts probatoires sont toujours conservés secrets et ne font pas l'objet d'une publication. Voilà, donc le secret, ne le négligez pas, et utilisez-le pour tout ce qui ne relève pas de la propriété intellectuelle ou tout ce que vous ne souhaitez pas divulguer. Et pour bénéficier d'une protection par le secret, il faut formaliser ce secret, il faut le rendre tangible, et il faut l'encadrer avec des contrats, notamment des contrats de confidentialité, des obligations de loyauté ou de non-concurrence dans les contrats de vos salariés, pour que les tiers n'aient pas accès à ces éléments, ou en tout cas, s'ils y ont accès, soient informés du fait qu'ils ne peuvent pas divulguer ce secret. Le brevet, donc, le brevet, il vient protéger une invention technique. C'est un outil qui protège donc la technique, et cette invention, elle se définit comme une solution technique apportée à un problème technique. Donc le brevet vous permet d'obtenir un titre de propriété industrielle, donc un actif pour l'entreprise, qui est valable 20 ans, si vous payez toutes les annuités, c'est-à-dire que chaque année vous devez payer des annuités pour maintenir en vigueur ce brevet, pour un maximum de 20 ans. Pour un territoire défini, le brevet a une portée territoriale, vous devez donc déposer autant de brevets que de territoires sur lesquels vous souhaitez obtenir une protection. Et le brevet vous confère un droit d'interdire et non pas un droit d'exploiter. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire que si vous avez un brevet, vous avez le droit d'interdire aux tiers de fabriquer, de distribuer, de commercialiser la même invention que vous, mais ça ne vous donne pas un droit d'exploiter. C'est à vous de vérifier, en faisant par exemple une étude de liberté d'exploitation, que vous êtes bien libre d'exploiter l'invention pour laquelle vous avez un brevet et que celle-ci ne tombe pas sous le coup du brevet d'un tiers. Donc ça, on l'a dit, le brevet, il peut servir à protéger les fonctionnalités techniques et la partie algorithmique d'une création numérique, d'un logiciel. Alors, vous avez sûrement entendu dire que les programmes d'ordinateur en tant que tels et les méthodes mathématiques sont exclus de la brevetabilité en France et dans la plupart des pays européens et même au-delà des frontières européennes. Et pourtant, il y a de très nombreux brevets aujourd'hui qui sont déposés et dont le cœur de l'invention est un logiciel. Alors, donc on ne peut pas protéger en tant que tel un programme d'ordinateur. Ça veut dire qu'on ne peut pas déposer un brevet qui porterait sur un code source. Ça serait refusé. Par contre, si votre méthode mathématique ou si votre code source a un effet concret dans le monde physique, par exemple, s'il s'agit d'un logiciel de compression d'images, là, ce logiciel a un effet dans le monde physique. Si c'est un logiciel appliqué au chiffrement, si c'est un logiciel de traitement du signal pour les smartphones, par exemple. Donc, à partir du moment où il y a un effet dans le monde physique et où il y a un caractère technique à cette invention et qu'on n'est pas sur le simple code source, là, vous rentrez dans le champ du brevetable et vous pouvez prétendre à avoir un titre de brevet sur cette invention qui fonctionne à partir d'un logiciel. Alors, pour l'intelligence artificielle, c'est un petit peu la même chose. Il faut une application spécifique dans le monde réel. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir protéger un réseau neuronal, par exemple, en tant que tel. Mais si ce réseau neuronal il est utilisé dans un appareil de surveillance cardiaque
pour détecter des irrégularités du rythme cardiaque, par exemple. Là, on est en présence d'une invention technique qui peut faire l'objet d'un brevet. Donc, à partir du moment où votre invention logicielle, elle permet de résoudre un problème technique, ça devient une invention classique qui rentre dans le champ du brevet. Donc, quand vous êtes en présence de votre projet, il faut vous poser la question de est-ce qu'il y a des éléments qui lèvent un verrou technologique? Est-ce que j'apporte une solution technique à un problème technique avec mon outil logiciel? Et ensuite, vérifier si les critères de brevetabilité qu'on va voir sont remplis. Alain, oui. La protection de contenu, formation. Est-ce que c'est permet d'avoir un droit moral de faire reprendre le contenu, le démo, alors, si c'est une formation que vous avez rédigée, qui est donc originale, qui est votre création, oui, vous pouvez tout à fait bénéficier d'un droit d'auteur sur cette formation. C'est un texte, donc il n'y a aucune difficulté. Le critère pour apprécier la contrefaçon, ça ne va pas être la reprise à l'identique, bien entendu. C'est trop simple. S'il suffisait de changer 2-3 mots pour ne pas être contrefacteur, ça serait trop facile. Ce que le juge va regarder, c'est dans quelle mesure, le critère exact m'échappe, mais c'est dans quelle mesure on peut confondre en effet les deux textes. Et s'il y a quelques éléments qui changent, il y aura très certainement contrefaçon. Le juge jugera qu'il y a contrefaçon. Par contre, si les éléments diffèrent de façon vraiment très importante, si la formation porte sur la même thématique, mais qu'elle est proposée de façon totalement différente, là, a priori, il n'y aura pas contrefaçon. Par contre, si on est sur les mêmes chapitres, la même façon de procéder, là, oui, il y aura très certainement contrefaçon de droit d'auteur. Par contre, il n'y aura pas de brevet sur la formation parce que ce n'est pas technique en tant que tel, mais le droit d'auteur pourra s'appliquer. Alors, les catégories d'invention, les brevets peuvent porter sur des produits, sur des procédés, sur des dispositifs ou sur des applications. C'est-à-dire l'application nouvelle d'un produit ou d'un procédé qui existe déjà et qui est déjà breveté, par exemple. Et juste à côté, on a les exclusions qu'on a déjà citées. Les idées ne sont pas brevetables parce que tout un chacun doit pouvoir les utiliser. Les découvertes, les théories scientifiques non plus. Les créations esthétiques sont protégées par le droit d'auteur, donc ne rentrent pas dans le champ du brevet. Les plans, les principes, les méthodes peuvent être protégés par le droit d'auteur, mais pas par le brevet. Les présentations d'informations, donc on en revient un petit peu à la question juste avant, sont protégées aussi plutôt par le droit d'auteur. Et les programmes d'ordinateur, donc les codes sources, sont également protégés par le droit d'auteur. Voilà, s'il n'y a pas d'effet technique particulier, on n'est pas dans le champ du brevet. À partir du moment, vous l'avez compris, où on a un effet technique, là, on peut bénéficier d'une protection par le brevet. Alors, les critères du brevet, il y en a deux principalement. La nouveauté, ça c'est le critère principal. Votre invention doit être nouvelle par rapport à l'existant, par rapport à l'état de la technique. C'est un point important à vérifier en faisant ce qu'on appelle une étude de brevetabilité avant de déposer votre demande de brevet. On doit aussi, l'activité inventive sera appréciée par les examinateurs, c'est-à-dire est-ce qu'un homme du métier aurait pu concevoir cette invention si l'invention est extrêmement simple et si elle ne nécessite pas de compétences techniques particulières. Elle ne rentrera peut-être pas dans le champ du brevet puisqu'il n'y aura pas cette activité inventive qui est requise. Et susceptible d'application industrielle, bon ça pose généralement pas de difficultés particulières, mais vraiment les points à avoir en tête, c'est la nouveauté, l'activité inventive que vous devez vérifier avant de procéder au dépôt. Et une fois votre brevet enregistré, vous pouvez bénéficier d'une protection au maximum de 20 ans. Alors, la procédure de dépôt peut paraître un petit peu complexe à première vue, mais que je vous ai mis sur cette frise pour que vous ayez une petite idée des délais. Quand vous déposez un brevet en France, donc on est à T0 au début de la frise, je ne vais pas passer tous les délais en revue, mais les plus importants.
Le premier délai qui est important, c'est le délai de priorité qui dure 12 mois que vous voyez au début de la frise. Ce délai de priorité, il vous permet d'étendre la protection d'un brevet déposé en France, par exemple, au niveau international. Donc ça, c'est un système intéressant parce que ça vous permet de gagner du temps à la fois pour déterminer quels sont les marchés pertinents pour vous, sur lesquels il sera intéressant d'étendre la protection du brevet. Ça vous permet de réunir des fonds aussi, puisqu'on va le voir juste après, protéger un brevet, ça coûte quand même un coût, c'est un coût. Et ça vous permet d'avoir reçu ce qu'on appelle le rapport de recherche préliminaire, qui vous est généralement envoyé par l'examinateur à peu près 9 mois après le dépôt, et qui vous donne une idée assez précise sur les chances que vous avez d'obtenir ce brevet. Donc, à 9 mois à peu près, vous recevez ce rapport de recherche. S'il est plutôt positif, vous allez pouvoir étendre, si vous le souhaitez, votre dépôt à d'autres territoires, tout en conservant, bien entendu, la date de T0, c'est-à-dire que les extensions que vous ferez par la suite à l'international auront comme date de priorité celle du dépôt français. Si au contraire, votre rapport de recherche n'est pas très bon, si l'examinateur a relevé des antériorités qui vont potentiellement être un obstacle à l'enregistrement du brevet, il n'est peut-être pas nécessaire de dépenser de l'argent pour vous protéger à l'international et vous pouvez peut-être en rester là, ou en tout cas modifier les revendications de votre demande de brevet pour qu'elle colle à ce qui est attendu par l'examinateur. Donc vous avez 12 mois pour étendre votre demande française via ce qu'on appelle le dépôt PCT. Donc ça, c'est le système de brevet international. Ce délai de 12 mois, ce délai de priorité, c'est vraiment un délai impératif à avoir absolument en tête. Pourquoi? Parce que si vous déposez en France à T0 et que vous étendez au niveau européen, aux États-Unis ou autre, à 12 plus 3 jours, donc si vous loupez ce délai de priorité, si vous le dépassez, les examinateurs de ces pays-là vont vous opposer l'absence de nouveauté en vous disant, bah voilà, vous avez loupé le délai de priorité, vous auto-antériorisez vous-même, vous avez, avec votre propre invention déposée en France à T0, vous avez mis à mal la nouveauté de l'invention, donc on ne peut plus vous protéger à l'international. Donc ce délai de priorité, il est vraiment à ne pas louper si vous voulez vous protéger au-delà des frontières françaises. Si vous faites un dépôt PCT, vous avez encore du temps. C'est-à-dire que vous allez faire cette demande internationale et ce n'est qu'à T24, T30, donc 2 ans, 2 ans et demi après la demande initiale, que vous allez choisir les pays qui vous intéressent. Donc finalement, entre le dépôt T0 et le moment où vous choisissez spécifiquement les pays dans lesquels vous souhaitez une protection, il se passe 2 ans, 2 ans et demi, qui vous laisse vraiment du temps pour déterminer les marchés pertinents, réunir des fonds et faire des dépôts qui ont une pertinence pour votre exploitation commerciale. Et généralement, le brevet est délivré en France au bout de 2 ans, 3 ans au maximum, avec une protection qui rétroagit toujours à la date du dépôt. Et ça prend un petit peu plus de temps au niveau international, mais encore une fois, la protection rétroagit à la date du dépôt à T0. Le budget brevet. Donc là, vous avez une estimation sur cette slide des coûts. Alors, c'est très approximatif, hein, ça dépend évidemment de la complexité du sujet dont il est question. Ça dépend du nombre de revendications de votre brevet, mais c'est vraiment pour vous aider à avoir un peu de visibilité sur les coûts que ça peut représenter de déposer un brevet. Donc là, ce sont des coûts sur une dizaine d'années. Si vous maintenez votre brevet en vigueur sur 10 ans, alors généralement, les brevets, ils sont abandonnés au bout de 7 ans, 10 ans, c'est ce qu'on voit en général, tout simplement parce que c'est la durée au bout de laquelle l'invention devient obsolète et est remplacée par autre chose ou est dépassée. Donc, c'est assez rare que les brevets tiennent 20 ans, mais c'est pour ça que je vous ai mis une estimation sur 10 ans, qui comprend à la fois les honoraires et les taxes. Donc, les honoraires des conseils qui procèdent aux rédactions des demandes de brevets et les taxes de dépôt qui sont demandées par les offices. Donc, le gros coût de dépense, ce sont les honoraires, ce ne sont pas les taxes, ce sont vraiment les honoraires. La rédaction d'un brevet, c'est un exercice très particulier, donc vous devez vous faire accompagner par un conseil en propriété industrielle, sinon vous risquez de vous casser les dents sur
sur cet exercice vraiment spécifique. Et vous voyez que si on fait une moyenne, donc là, avec cet exemple, on a une protection en France, dans 5 pays européens et dans 3 pays étrangers, donc US, Japon, Chine. Si on fait une moyenne sur ce que ça coûtera in fine à l'entreprise par pays et par an, si on maintient ce brevet pendant 10 ans, on est à moins de 1 000 €. Donc, ce sont des coûts qui peuvent être impressionnants, mais finalement, ce n'est pas si cher ramené au coût par an et par pays pour protéger une innovation qui est le cœur d'activité de l'entreprise. Alors, petit focus très rapide sur 2 autres outils qui sont beaucoup moins utilisés que le brevet, mais comme ça, vous saurez que ça existe. Le certificat d'utilité, c'est un titre de propriété un peu équivalent au brevet, sauf qu'il dure 10 ans au maximum et qu'il n'y a pas d'examen de fond. C'est-à-dire qu'on ne va pas examiner la nouveauté, l'application inventive de votre invention. Donc, l'examen est beaucoup plus light. Vous avez la quasi-certitude d'avoir la délivrance de ce certificat d'utilité. Donc, ça peut être intéressant si vous souhaitez gonfler un portefeuille de brevets, par exemple, pour des raisons marketing. Si vous voulez protéger des améliorations que vous apportez à un dispositif qui, lui, fait déjà l'objet d'un brevet. Donc, ça vous permet d'avoir une protection qui dure certes moins longtemps, mais qui vous coûte aussi moins cher et qui sera plus facile à obtenir. Et c'est assez peu utilisé en France, mais c'est très utilisé en Allemagne et en Chine, par exemple. Donc voilà, après, ça dépend de la pratique de chaque pays. Et c'est d'ailleurs quelque chose que vous pouvez transformer en brevet si nécessaire. Si vous avez besoin d'avoir un titre fort à un moment, le certificat d'utilité peut être transformé en brevet. Et à ce moment-là, il y aura l'examen de la nouveauté et l'examen complet tel qu'il aurait été fait si vous aviez déposé directement un brevet. Et un autre outil qui existe depuis la loi Pacte, donc depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle la demande provisoire de brevet. C'est une demande de brevet dont la procédure est simplifiée. C'est-à-dire que vous allez déposer une demande simplifiée, vous allez juste décrire l'invention et vous avez 12 mois pour mettre en conformité cette demande et la transformer en demande de brevet en tant que telle. Donc ça vous laisse un délai pour compléter ces éléments, pour finaliser cette demande de brevet. Donc ça peut être utile si vous êtes très pressé. C'est-à-dire si vous vous apprêtez par exemple à divulguer votre innovation lors d'une rencontre avec des partenaires potentiels, lors d'un congrès, ou alors vous avez besoin de faire une publication, vous pouvez utiliser ce système pour prendre date et poser les premières pierres d'une demande de brevet. Après, il faut très vite transformer cette demande en brevet définitif. Voilà. Sinon elle tombe à l'eau. Donc voilà pour la partie brevet. On va dire un petit mot des bases de données, parce que ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas toujours connu par les entreprises, le fait que les bases de données se protègent. Il y a des droits spécifiques pour protéger cet aspect-là. Alors il y a 2 dimensions dans la protection des bases de données. D'abord, la protection de l'architecture de la base peut être protégée par le droit d'auteur. Si cette architecture elle est originale, donc c'est-à-dire l'ordonnancement des données. Donc ça, je ne m'arrête pas sur ce point-là parce que c'est finalement assez rare de voir l'architecture d'une base de données protégée par le droit d'auteur. Ça a finalement assez peu d'intérêt, mais en tout cas, sachez que ça existe. Ce qui, par contre, est beaucoup plus intéressant, c'est la protection du contenu de votre base de données. Et ce contenu peut être protégé sous réserve que des investissements substantiels aient été engagés par l'entreprise pour constituer la base de données. Donc, si vous avez mis en place des investissements qui ne sont pas forcément financiers, qui peuvent être aussi matériels ou humains, mais qui sont substantiels, c'est le critère qui est posé par la loi, vous pouvez bénéficier d'une protection sur le contenu de votre base de données, ce qui vous permet d'interdire et d'obtenir réparation si jamais quelqu'un venait extraire des parties de votre base de données sans votre accord. Donc ça, c'est quand même un élément intéressant. Et pour pouvoir prouver cet investissement substantiel que vous avez réalisé, il faut conserver des preuves. Ça peut être des factures de matériel informatique, ça peut être les contrats de travail des équipes qui travaillent justement sur la collecte des données. Donc toutes les preuves qui permettent de justifier cet investissement doivent être conservées parce qu'elles vous seraient demandées par le juge pour accéder à cette protection. Alors quand on parle de contenu
de la base de données. De quoi on parle? Alors, on parle on ne parle pas des données qui sont créées. Les données créées, elles, ne sont pas protégées par le droit des bases de données. On parle des données qui sont collectées, donc la constitution de la base, la vérification, la présentation de la base. Tout ce travail-là est protégé par ce droit spécifique. Alors, on nous pose souvent la question des données enrichies. Quand on va enrichir des données, notamment avec de l'intelligence artificielle, etc., est-ce que c'est protégeable par ce droit des bases de données? Parce qu'en fait, ce ne sont pas des données qu'on collecte, ce sont plutôt des données qu'on crée, même si on est un peu à la marge. Alors, il n'y a pas de réponse à cette question, malheureusement. La jurisprudence ne s'est pas encore positionnée. Donc, on ne sait pas très bien ce qu'il en est de ces données enrichies, notamment pour tout ce qui est apprentissage de réseaux de neurones, par exemple. Il y a une certaine incertitude. Donc, dans le doute, collectez également les preuves des investissements substantiels que vous faites si vous travaillez sur ce type de données. Mais il n'y a pas encore de réponse arrêtée pour savoir si elles peuvent bénéficier de cette protection-là. Donc, je vais très vite ce matin, je suis désolée. On a un petit peu fini sur la partie technique. Et je voulais quand même vous dire un mot de la marque, parce que la marque, c'est un droit de propriété intellectuelle également qui n'est pas à négliger, qui est important, puisque la marque, c'est l'identité de l'entreprise. C'est le nom d'un produit, c'est ce que les consommateurs vont retenir et c'est ce qui va symboliser votre identité vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis de la concurrence, c'est ce qui va vous démarquer. Donc, c'est important de protéger sa marque et d'avoir une marque forte. Donc, une marque, vous l'avez compris, c'est ce qui permet de vous distinguer, et notamment de distinguer les produits et services que vous commercialisez par rapport à ceux de vos concurrents. Il existe un principe de spécialité en matière de marque, c'est-à-dire que la marque, elle est protégée pour des services et des produits précis. On n'a jamais une marque qui est protégée pour tous les domaines d'activité, mais uniquement pour le domaine d'activité dans lequel on intervient. La marque, elle est valable 10 ans et elle est indéfiniment renouvelable, à condition que vous payiez tous les 10 ans une taxe de renouvellement. Et la protection, c'est comme en matière de brevet, elle est territoriale. C'est-à-dire que vous faites autant de dépôts que de pays dans lesquels vous souhaitez avoir une protection de votre nom. Quelles sont les conditions de validité de votre marque? La marque, elle doit être distinctive. Alors, ce terme veut dire que le signe que vous allez choisir ne doit avoir aucun lien avec les produits et les services que vous allez désigner. Si vous voulez vendre du chocolat, vous ne pouvez pas déposer la marque chocolat. Ce n'est pas possible, vous devez laisser ce terme à la libre disposition de tous vos concurrents. Par contre, vous pouvez vous appeler Milka. Maintenant, vous ne pouvez plus, mais vous auriez pu vous appeler Milka si cette marque n'existait pas, parce que ce terme est totalement distinctif par rapport au produit chocolat et n'a aucun lien par rapport à ce produit. Votre marque, elle doit être licite, donc elle ne doit pas être contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, elle ne doit pas être déceptive non plus. Vous ne devez pas déposer Made in France si vos produits ne sont pas fabriqués en France, par exemple, ça serait refusé. Donc ça, c'est l'INPI qui va faire cette vérification-là lors du dépôt de votre marque. Et votre marque, elle doit également être disponible, c'est-à-dire qu'elle doit être libre. Quelqu'un d'autre ne doit pas avoir déposé la même marque avant vous. Et ça, c'est à vérifier par vous. Ce n'est pas l'INPI qui va faire ce travail-là, c'est le déposant qui doit vérifier que sa marque est bien disponible et qu'il n'enfreint pas des droits antérieurs en procédant à ce dépôt. Donc, vous devez regarder dans les bases de données marques s'il n'existe pas des antériorités gênantes qui viendraient faire obstacle à votre dépôt de marque, parce que vous pourriez vous retrouver contrefacteur sans même le savoir. Alors, quel signe déposer? Ça peut être un mot, ça peut être un slogan, ça peut être un logo, ça peut être l'association d'un terme verbal et d'un logo, ça peut être une forme aussi. On a maintenant la possibilité de déposer des formes en tant que marque, des couleurs, des marques sonores. Ça, c'est un petit peu pour l'anecdote, bien sûr. Généralement, des marques verbales, des slogans et des logos dans la plupart des cas. Donc, ce qu'il faut déposer, c'est la marque telle que vous l'exploitez. Si vous utilisez un logo et un élément verbal, il est intéressant de déposer les deux. Si vous n'utilisez que très ponctuellement un logo, mais constamment un élément verbal, à ce moment-là, c'est plutôt cet élément verbal-là que vous allez devoir protéger en priorité.
Si vous utilisez des couleurs, des combinaisons de couleurs pour votre logo et que ces combinaisons de couleurs changent, à ce moment-là, faites plutôt un dépôt en noir et blanc. Comme ça, vous protégez toutes les combinaisons de couleurs possibles et ça vous permet de ne pas être bloqué et figé dans une exploitation qui correspond uniquement à celle que vous avez déposée en tant que marque. On a dit que votre marque, elle est déposée en relation avec des produits et services, donc c'est à vous de déterminer quelle va être la portée de votre marque en déterminant quels sont les produits et services que vous allez désigner. Donc ça, c'est aussi à vous de faire ce travail-là. Vous pouvez vous aider de la classification NIS, donc c'est la classification administrative de l'ensemble des produits et services qui existent, et de l'outil TM Class, c'est une sorte de petit moteur de recherche où vous tapez un terme, un produit, et ça vous dit directement à quelle classe ce produit appartient. Donc les deux liens là sont des liens cliquables, vous pourrez comme ça accéder à ces outils quand vous aurez le support. Et voilà, une petite précision, ne pas raisonner uniquement par classe. Par exemple, la classe 9 va viser les logiciels, mais elle vise également les lunettes et tout ce qui concerne l'optique. Donc si vous êtes dans du logiciel, il n'est pas forcément nécessaire de protéger les lunettes qu'on trouve chez un opticien, donc vous pouvez vous cantonner au logiciel. Par contre, le logiciel, c'est la classe 9, c'est le produit logiciel qu'on trouve en classe 9. En classe 42, on a plutôt les services liés à la conception et au développement de logiciels. Donc si vous êtes sur cet aspect-là, pensez bien à protéger ces deux classes et pas uniquement l'une ou l'autre, pour avoir une protection plus complète. Vérifier la disponibilité du signe, je vais aller très vite parce qu'on l'a déjà dit. Vous avez sur la droite les bases de données que vous pouvez consulter pour regarder si le signe que vous souhaitez protéger est bien libre. Donc DataINPI, c'est la base de données qui vous donne accès aux marques, mais également d'ailleurs aux brevets et aux sociétés immatriculées en France. Parce qu'une dénomination sociale peut également être une antériorité gênante pour l'enregistrement d'une marque. Pareil pour les noms de domaine, regardez si quelqu'un n'aurait pas déjà déposé un nom de domaine identique au signe que vous voulez déposer en tant que marque, parce qu'un nom de domaine est également une antériorité qu'on pourrait vous opposer. Et votre marque, la plupart du temps, vous la déposez d'abord en France. Donc là, vous avez les coûts, 190 € pour une classe et 40 € par classe supplémentaire. Généralement, on protège 2, 3, 4 classes, on voit communément. Ça, ce sont des coûts pour 10 ans. Donc à renouveler tous les 10 ans. Et ensuite, vous pouvez vous protéger à l'international en déposant par exemple une marque de l'Union européenne. C'est une marque qui a automatiquement effet dans les 27 pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est un outil très intéressant parce que vous avez une protection très large pour un coût d'environ 1 000 €, donc qui est quand même relativement intéressant compte tenu de la portée de la protection dont vous bénéficiez. Et ensuite, vous avez le système qu'on appelle de la marque internationale. Donc, il n'existe pas à proprement parler de marques qui ont effet dans tous les pays du monde. Là, vous devez, comme en matière de brevet, désigner les pays qui vous intéressent et payer dans chaque pays la taxe qui s'applique. Alors là, sa marque, il faut la faire vivre comme son brevet, c'est-à-dire surveiller les éventuels dépôts de marque qui peuvent être faits pour pouvoir réagir. Ça, c'est quelque chose qui s'applique à tous les titres de propriété intellectuelle. Avoir des titres, c'est bien, mais il faut impérativement les surveiller et réagir si vous découvrez des contrefaçons. Sinon, vos titres n'ont aucune valeur si vous ne les défendez pas. Donc, on termine très rapidement avec les dessins et modèles. C'est un autre titre de propriété industrielle qui va venir protéger l'apparence d'un produit. Donc, c'est destiné à protéger l'apparence esthétique d'un produit, si cette apparence esthétique confère une valeur particulière à votre produit. Le critère de protection, c'est la nouveauté. Donc, cette apparence esthétique doit être nouvelle par rapport à l'existant. Et vous avez un titre qui est valable 5 ans, que vous pouvez renouveler dans la limite de 25 ans. Quelques exemples. Par exemple, la forme d'un casque de réalité virtuelle, c'est protégeable par le dessin et modèle. L'interface graphique d'une application de recharge de voiture électrique, dans l'exemple, aussi, c'est protégeable par le droit des dessins et modèles. On peut aussi protéger un packaging, par exemple, s'il a une forme spécifique. Donc, vous pouvez, bien entendu, combiner toutes ces protections. Si vous travaillez sur un casque de réalité virtuelle, vous pouvez déposer un dessin et modèle pour protéger son apparence.
Vous pouvez déposer un brevet s'il y a des éléments techniques permettant de le faire fonctionner. Son nom pourra être protégé en tant que marque et évidemment, la partie logicielle pourra faire l'objet d'un dépôt probatoire pour protéger le code source. Et il y aura certainement des éléments qui resteront secrets et que vous allez aussi protéger via le secret en faisant signer des accords à vos partenaires. Donc, toutes ces protections se combinent et coexistent dans la plupart des innovations techniques. Voilà. Et en conclusion, j'avais cette petite slide que je vais commenter très vite parce que l'heure tourne, qui est là pour vous montrer les atouts de la propriété intellectuelle. Il y a à la fois des bénéfices qui sont chiffrés, c'est ceux qu'on voit en blanc. Évidemment, avoir des titres de propriété intellectuelle, ça permet d'avoir des actifs immatériels dans le patrimoine de l'entreprise, donc ça va bien sûr rassurer des potentiels investisseurs. Ça peut être un outil de flux financier. Vous pouvez accorder des licences sur des éléments dont vous êtes le propriétaire, ce qui va vous permettre de gagner un peu d'argent. Ça peut être un outil de négociation, bien entendu, dans le cadre de négociations avec des partenaires. Mais il y a aussi beaucoup de bénéfices non chiffrés en tant que tels, qui se rapportent à la propriété intellectuelle. Évidemment, c'est un outil qui va vous permettre de vous défendre et c'est sa raison d'être première. Mais c'est aussi un outil qui vous permet de surveiller la concurrence, c'est un outil de communication. Quand on a déposé des brevets, évidemment, ça montre qu'on est une entreprise innovante et c'est intéressant pour les investisseurs, pour les partenaires potentiels, pour la clientèle. C'est un outil d'intimidation également par rapport à ses concurrents. Ça peut améliorer la confiance de ces investisseurs. Qui dit brevet dit par définition que vous êtes le seul à pouvoir utiliser une technologie particulière, donc que vous avez un monopole sur celle-ci. C'est un outil de créativité, puisque les entreprises qui déposent des brevets sont souvent des entreprises innovantes, qui cherchent toujours à aller de l'avant et à améliorer leurs brevets et qui sont dans cette démarche d'innovation constante. Et ça permet aussi de reconnaître les talents au sein de l'entreprise. Vous savez sûrement que sur un brevet, le nom de l'inventeur est obligatoirement cité. Donc, c'est un outil qui est valorisant pour les équipes qui travaillent sur ces inventions et qui voient leur nom apparaître dans les demandes de brevets, même si ces personnes-là ne sont pas propriétaires du brevet, mais en tout cas, leur nom apparaît et c'est une certaine reconnaissance pour elles. Donc voilà, j'ai été très vite ce matin pour essayer de vous brosser un petit tableau de ce qu'est la propriété intellectuelle. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on fasse un point sur vos démarches à vous, sur des questionnements particuliers que vous avez, ou si vous voulez en savoir plus sur les accompagnements que j'ai présentés au début de la session.